Pour commencer, aujourd'hui, on va explorer les étapes essentielles pour réussir un déploiement ERP avec nos experts et invités. À l'animation, on a deux personnes. On a Lucie qui compte pour 25 ans d'expérience en ERP, qui est vice-présidente et client partner chez Talsum. Son rôle est d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Euh, en alliant innovation et stratégie opérationnelle. À ses côtés de Talsum aussi, qui compte une vingtaine d'années d'expertise dans les ERP, qui est aussi partenaire chez Talsum. Il s'occupe aussi des services clients chez nous et dans beaucoup de projets. On a aussi deux invités d'exception qui vont participer à notre panel. On est vraiment content de les avoir aujourd'hui. Marie-Sophie Tremblay, qui est vice-présidente stratégie et transformation chez Microbird. Elle a aussi une vingtaine d'années d'expérience en transformation d'entreprise, notamment chez Procter & Gamble et AgroPure. Et à ses côtés, Manon Lemieux, directrice corporative processus d'affaires chez Finplast. Elle est experte en optimisation des processus et gestion des opérations, notamment évidemment chez Finplast et Nortel Networks dans le passé. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Lucie pour démarrer le webinaire. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue parmi nous. Nous avions, pour nous du moins, une très grande hâte de vous retrouver. Marie-Sophie, Manon, super que vous soyez là. Martin et moi sommes ravis de vous retrouver. On a eu des discussions hors webinaire et je pense qu'on va avoir une session fort animée. Merci d'avoir pris le temps de partager vos expériences. Surtout que le timing, il est parfait. Nous constatons, pour ceux qui ne le savent pas, Talsum, nous accompagnons énormément d'entreprises, soit dans la sélection ou dans la réalisation de projets ERP ou tout autre projet de transformation. Et là, ce qu'on constate dernièrement, c'est une hausse de demandes d'accompagnement, principalement au niveau des ERP. Pour démarrer le bal, je suis allée regarder les statistiques de nos grands géants que l'on aime beaucoup, hein, Gartner et McKinsey. Et la statistique que je partage m'a quand même interpellée et c'est le fait qu'il y a de 70 à 75% des projets ERP qui échouent. Soit les échéanciers non rencontrés, un important dépassement budgétaire et ou les bénéfices qui sont attendus ne sont pas au rendez-vous. Ils ont classé 3 causes principales, et c'est un peu l'objet de notre débat aujourd'hui, qui est soit un mauvais choix de solution ou de partenaire d'implantation, une préparation avant et une planification qui sont juste insuffisantes, et l'accompagnement humain qui me touche, c'est-à-dire une très mauvaise ou une gestion de changement totalement déficiente. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment est-ce possible qu'on soit encore rendu là, malgré le fait qu'on a des avancées technologiques et que les ERP ont quand même se sont améliorés. La technologie évolue, il demeure quand même un défi pour nos dirigeants, surtout que par les temps qui courent, ils ont d'autres balles à jongler et une incertitude économique sans précédent. Par contre, aujourd'hui, ce que je vais prendre comme angle, c'est le côté positif de la chose. Alors, ce que je vais poser comme question à nos panélistes, c'est il y a quand même 25 à 30% des gens qui réussissent leur projet. Alors, eux ont un secret. Ils ont des éléments de succès. Ce que je vais vous poser à tour de rôle, c'est selon vous, et avec vos expériences, que faut-il faire pour faire partie du club du 25 à 30%? C'est un club, hein? C'est la grande question. Voilà. Tout le monde veut y accéder. Alors, pour les gens qui nous écoutent, surtout pour ceux qui vont démarrer les ERP, je pense qu'à nous quatre, là, on a le secret. Alors, Marie-Sophie, je vais commencer avec toi. Ton avis. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Ça va? Merci. Parfait. Écoute, Lucie, moi, les propos résonnent beaucoup dans les 3 causes identifiées par Gartner. Puis on pourrait passer 1 heure à jaser de chacun, là, mais il y a 3 conseils importants puis pratiques quand même que je donnerais pour naviguer à travers ces enjeux-là. Le premier, c'est de bien cibler les besoins, faire preuve d'humilité en deuxième. Puis troisièmement, considérer le ERP comme un test de leadership organisationnel. Fait que je vais revenir sur les 3 rapidement, là. Fait que le premier, quand je dis de bien choisir le besoin, la solution et l'intégrateur, il y a des exercices à faire. Puis
puis ça, vous pouvez vous faire conseiller par rapport à ça. Moi, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimés. Donc, le premier qui est vraiment d'être capable de documenter les raisons pour lesquelles on veut embarquer dans cette aventure-là ERP, qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de ressources à l'organisation. Donc, on doit rester très clair sur c'est quoi les besoins et puis pourquoi qu'on pense qu'on doit faire ça. La deuxième chose, c'est de nommer des éléments clés qui constituent votre corps de métier d'entreprise. Fait que les fondements de votre modèle d'affaires, c'est quoi? C'est-tu le manufacturier? C'est-tu la chaîne d'approche, le service à la clientèle? Vous devez faire des choix, puis basé là-dessus, décider où vous devez investir le plus d'argent en termes solutions, puis en termes aussi de choisir le type d'expérience que votre intégrateur devrait avoir pour vous accompagner. Pas oublier non plus que des fois, ce ne sera pas juste un intégrateur qui peut vous aider, mais plusieurs autres personnes qui viendront se joindre à vous au fil à mesure du temps là, pour aller chercher les bonnes compétences que vous avez besoin. Fait que quand on parle après ça de la préparation et puis de la planification, je reviens sur l'humilité pour moi. Ce sont des gros projets, des projets complexes d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de lever la main à un moment donné pour dire j'ai besoin d'aide, je ne suis plus certaine où je m'en vais. Les gens qui font ça, comme Martin puis Lucie, vous dites 20-25 ans là, en enfer, vous le savez, vous allez voir les pièges venir. Fait que c'est pour ça que je dis on doit quand même se faire bien conseiller. Puis des fois, d'avoir un autre parti qui n'est pas notre intégrateur, qui est avec nous dans le mix, puis un autre groupe qui est capable d'avoir le petit pas de recul pour nous donner des petits conseils, pour nous réajuster, bien, ça peut donner un gros coup de main. Puis le dernier élément qui est la gestion du changement, là, bien, pour moi, ça, c'est le plus important de la réussite d'un ERP. Puis je pense souvent que c'est parce qu'on se limite à penser à la gestion du changement de par l'usager final, là, lui qui va vraiment utiliser le système. Mais la gestion de changement, c'est beaucoup plus grand que ça. Fait qu'un ERP, pour moi, c'est un test vraiment de leadership organisationnel. Fait que pour le CEO puis son comité de direction, ça teste leur capacité à supporter cette priorité-là dans le temps. Parce que ça dure longtemps, ces projets-là. Fait que faire des choix difficiles, mais aussi consistants pour l'entreprise. Puis le niveau qui est en dessous du comité de direction, là, du C-suite, là, ils vont être testés à prendre des décisions pour le bien commun de l'entreprise. Puis même si ça va désavantage leur propre fonction. Puis il faut qu'ils soient confortables, qu'il y ait des écarts qu'on montre au vu de tous, qui ont des écarts versus les bonnes pratiques. C'est correct, ça fait partie de l'exercice à faire. Puis l'équipe de haut talent, bien entendu, que vous allez mettre en place, ça va être les premiers artisans qui vont voir la transformation de l'entreprise. Ne sous-estimez pas ça. Eux autres la vivront au premier plan. Donc, ils doivent aussi être accompagnés dans cette gestion de changement-là. Puis à la fin, je mettrai quand même l'intégrateur aussi, parce que malgré que ce sont des experts systèmes et bonnes pratiques de processus d'affaires, bien, ces gens-là ne connaissent pas la culture de votre entreprise. Fait que vous devez les accompagner aussi pour s'assurer qu'ils sont bien outillés à naviguer à travers, poser les bonnes questions pour votre organisation. Fait que pour moi, je le résumerai en ces 3 affaires-là. Donc, encore une fois, c'est s'assurer qu'on est clair sur nos objectifs de départ, faire preuve d'humilité dans le processus, puis le dernier après ça, bien, considérer vraiment la gestion de changement comme un test de leadership organisationnel. Super, excellent point. Donc, toi, ta croyance n'est pas celle que certains peuvent avoir, c'est-à-dire qu'on nomme un intégrateur, on lui confie le projet, la vie est belle. Nous, on peut se désengager, puis on le laisse faire, et soudainement, par miracle, ça va se produire. Non, c'est en plein ça, Lucie, parce qu'il y a vraiment 2 niveaux. L'équipe de l'entreprise ne connaît pas nécessairement le système, la solution et toutes les bonnes pratiques. Puis de l'autre côté, l'intégrateur, lui, connaît ça, mais il ne connaît pas l'entreprise puis les besoins spécifiques de votre modèle d'affaires. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, les 2 vont finir par se joindre et ça va finir par compenser. Mais on ne peut pas penser à la base qu'il y a quelqu'un, qu'on est capable de donner les clés de la maison à quelqu'un puis qui est capable de le mettre en place. Ça je n'y crois pas. Excellent. Maintenant, toi, tu n'as pas encore vécu ta mise en œuvre. Hein? Tu es en préparation. Tout ce qu'on vient de partager, là, ça t'inspire. Tu as fait quoi? Tu fais quoi? Tes mots avec toi, ça résonne. Ça t'inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas, mais j'abonde exactement dans les mêmes notions que Marie-Sophie. De notre côté, comme tu dis, Lucie, on n'a pas encore fait notre première implantation, mais nous, on espère grandement et on fait tout pour être dans le 25% du fameux club. On a travaillé très fort, nous, Funplace, la raison pour laquelle on se retrouve à changer d'ERP, c'est qu'on a fait beaucoup d'acquisitions et on a plusieurs systèmes dans différentes entités qui ne se parlent pas.
Et ça nous a obligés, avant de commencer à même réfléchir à un ERP, à revoir nos processus parce qu'on a différentes entités, différentes entreprises qui avaient chacun leur façon de faire. On fait toutes des mêmes produits, mais chacun à notre manière, chacun avec nos outils. Donc, une des premières choses, avant même de sélectionner un ERP, on a dû faire une révision complète de nos processus et cartographier nos processus. Puis, ça a l'air banal, là, mais ça nous a permis de vraiment bien comprendre les besoins pour, après ça, rédiger un cahier des charges qui nous a permis, après ça, d'aller faire nos recherches d'intégrateurs. Intégrateurs et solutions, parce qu'il y a ces deux choses. Hein? On choisit la solution et l'intégrateur. Souvent, il y a plusieurs intégrateurs pour la même solution. Donc, on a été accompagnés, puis un peu comme Marie-Sophie disait, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. C'est une sélection d'ERP, c'est un choix pour longtemps. On ne veut pas changer d'ERP 15 fois dans notre vie. On veut même pas le changer 2 fois. Donc, nous, on a été accompagnés pour même la partie sélection, pour faire cette recherche-là. Donc, on a travaillé très fort sur cet aspect-là. Ça nous a permis donc de choisir. On a fait du benchmark, on est allé voir des entreprises, on est allé rencontrer des entreprises. Puis de ça, nous est ressorti plusieurs bonnes idées, donc des conseils comme entoure-toi de gens en gestion de changement, entoure-toi d'un bon intégrateur, entoure-toi. Dédie des gens à 100% de leur temps sur le projet. On va faire notre première implantation à la fin de cette année. Et présentement, je suis capable de dire que notre équipe d'experts à l'interne parle aux intégrateurs nez à nez. On est capable de challenger l'intégrateur. Donc, on connaît notre business. L'idée, c'est d'être maître chez soi. Sincèrement, il ne faut pas penser que l'intégrateur va rouler notre business. Puis quand tu parles avec les intégrateurs, ça arrive des fois que lorsqu'ils font le go live dans des entreprises, c'est l'intégrateur qui est en train de gérer la business, mais c'est pas de même que ça marche la vie. Fait qu'ils vont partir, ces gens-là. Donc, moi, c'est vraiment ça, préparation et dégager des gens à 100% de leur temps sur ça. Mettez pas des lunettes roses, là, c'est impossible de gérer ce type de projet-là à temps partiel avec le reste de son travail. Il faut qu'il y ait des gens qui soient vraiment associés à ça. Excellent. Excellent point. Je pense que je vais te faire un banner 25-30% de réussite et je vous l'envoie. Non, mais je vais me garder une réserve. On s'en parlera dans un an. Je serais très heureuse de vous annoncer qu'on était dans le 25%. Mais tu sembles bien parti. Tu sais, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit parce que lorsqu'on commence à développer des processus, puis on regarde des processus, on se remet en question en tant qu'entreprise sur ce que l'on fait. Est-ce que ça a aidé ton équipe de dirigeants à s'ancrer dans la raison pour laquelle ils vont justement aller de l'avant et faire ce projet-là et pas de le voir juste comme un truc technique que quelqu'un d'autre va faire, mais est-ce que pour eux, ça a pris une importance dans et au sein d'un levier d'entreprise pour la faire progresser? Tout à fait. Tout à fait. Puis le fait qu'on a des gens dédiés à ça, on est capable vraiment de bien assimiler, bien comprendre les impacts collatéraux. Puis, on a fait même des activités pour déterminer avec les hauts dirigeants la raison d'être du projet, les principes directeurs du projet, pour vraiment s'assurer que d'en haut jusqu'en bas, on ait les mêmes valeurs, les mêmes raisons, les mêmes besoins. Puis, on a même ces principes directeurs-là, on les a imprimés, plastifiés, puis des fois, on revient à ça. C'est parce que ça ne fait pas partie des principes directeurs. Marie-Sophie l'a dit, c'est quoi nos besoins? Là? Les temps qu'il faut faire bien attention. C'est ça qui fait que le projet s'éternise et que les budgets explosent. Fait qu'il faut s'entendre, phase 1, phase 2, phase 3, phase 1, on va jusque-là, voici notre carré de sable. On essaie de ne pas trop déborder parce que des temps dans des systèmes comme ça, c'est inimaginable. Là. Ces systèmes-là sont capables de faire... Ce même système-là peut servir pour une entreprise qui fabrique des bonbons puis une entreprise qui fait des avions. Donc,
on s'entend que ces outils-là, ils ont des paramètres et des facettes inimaginables. Fait qu'il faut délimiter notre carré de sable. Puis, je m'étire dans ta question, là, Lucie, mais j'espère que je réponds. Tout à fait, tout à fait. Et je vais céder la parole à Martin parce que tu as mis le doigt dessus. Hein. Il faut choisir le bon. Donc, il n'y a pas un bon ERP dans le monde. Il faut choisir le bon pour vous, Martin, lorsqu'on fait, nous, ce genre d'exercice. Premièrement, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans les rencontres de préparation au webinaire, c'est l'aspect très lucide de Marie-Sophie et Manon par rapport face à un système ERP, l'implantation, la préparation de l'implantation. Puis, qu'est-ce que je me disais? Je voyais en eux quelque chose qui, pour moi, est super important, c'est la gestion de risque. C'est l'élément le plus important. Le 20-25% des gens qu'on voit, j'ai eu la chance d'accompagner énormément de gens dans leur implantation ERP. Lucie, toi aussi. On a redressé des projets. Puis, dans tous les cas, c'est qu'il y avait eu une mauvaise évaluation de mes risques. Puis, quand je dis mes risques organisationnels, l'engagement des gens, mon intégrateur, la situation des gens, des don't know what they don't know. On a des usagers qui travaillent sur un ancien système avec des intégrateurs qui sont face à des nouveautés. Comment qu'on réussit à réunir ces deux réalités-là? Donc, la portion gestion de risque est importante, puis la portion take charge, prenez charge de votre projet est super importante. Il n'y a pas de pensée magique face à un intégrateur. Il faut comprendre et maîtriser. Manon, tu parlais tout à l'heure des processus d'entreprise. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche à avoir et obtenir, puis d'aller aussi loin dans les démos, puis aller aussi loin dans comprendre qu'est-ce qui s'en vient vers nous pour que les usagers, les gens qui vont hériter de la solution plus tard, soient capables justement de l'absorber. Puis ça part, puis là, je refais un segue vers ta question, Lucie, la sélection du logiciel. Il faut absolument le prendre au sérieux. C'est un mariage pour très longtemps, ça, ces solutions-là. Donc, quand on regarde ça, la sélection, ce n'est pas bêtement de faire une sélection. C'est comment on le fait de façon ordonnée et comment on va comprendre. Il y a des entreprises où je trouve que c'est vraiment très lucide la façon qu'ils le font. Ils se disent, ben écoute, il y a des processus ici, je sais que le projet ERP, le système ERP va bien le prendre en charge, des processus classiques financiers. Je suis moi-même comptable. Payer des factures, en général, ça va super bien. Mais voici mes 8 processus critiques d'entreprise que vous devez absolument me démontrer comment ça va fonctionner. Puis on va aller aussi loin dans les démos, quitte à payer peut-être aussi un proof of concept de quelques milliers de dollars pour comprendre l'impact de ça, pour que tout le monde soit d'accord là-dessus. Puis ensuite, faire la mesure de l'évaluation de risque, à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que mon organisation a la maturité numérique pour absorber ça? Ça, c'est la grande question, parce qu'on a des idées très novateurs, très novatrices sur un système, mais les gens qui sont là, est-ce qu'on est capable d'absorber ça? Est-ce qu'on va y aller par petits pas? Ça, c'est des éléments que j'ai beaucoup entendus à travers la conversation jusqu'à présent, puis dans les rencontres de préparation aussi. Mais l'élément de risque, gestion de risque, c'est super important. Je suis totalement d'accord avec toi et je vais peut-être te poser la question à tous. L'aspect culturel de l'entreprise vis-à-vis des intégrateurs et des solutions que vous allez choisir. Vous positionnerez cela comment? Je le dis, c'est un mariage à longue date et souvent, lorsqu'on fait la sélection, on passe en mode speed dating, on se dit, bon, ça va le faire, mais l'aspect culturel, le fit culturel, parce que c'est des gens que vous allez voir chez vous pendant 8, 10, 12, 18 mois, voire 24 mois. Vous dites quoi? Bien, tu as dit speed dating, là, puis je ferais juste un... Il ne faut pas avoir peur de passer les conseillers qu'on nous suggère en entrevue. Carrément. Très d'accord avec toi. Ces équipes-là sont... Tu sais, je pense que tous les intégrateurs sont probablement tous bons, mais les ressources qui nous sont assignées, on doit avoir un match. On travaille tellement fort ensemble, il faut avoir un match. Donc, pas avoir peur de demander à avoir le CV. C'est le fun d'avoir des gens qui ont travaillé dans le même type d'entreprise que nous, dans un domaine similaire. Une entreprise de service, entreprise manufacturière, c'est différent. Ils peuvent connaître très, très bien le logiciel, mais maîtriser plus le côté service que manufacturier. Donc, nous, on a fait ça. Puis même en cours de route,
Si on se rend compte que ça ne marche pas, on ne peut pas avoir peur. C'est notre projet, là. C'est nous qui déboursons les sous, là. Donc, pas avoir peur de dire, écoute, moi, ça ne fonctionne pas, de façon très transparente, humaine. On a un clash entre cette personne-là, puis on a fait des changements. Fait que speed dating, on est quasiment là. Excellent. Marie-Sophie? Oui, c'est vraiment dans le même sens que Manon. Là. On a fait des changements, puis dans les différents projets que j'ai vus, là, il faut le faire, puis je l'ai même fait des deux côtés. Fait qu'il y a des changements à faire, à brasser des cartes, parce qu'en réalité, tu te prends un collègue, tu dis ça va être ton meilleur ami là, pour les prochains 18 mois. Fait que c'est vrai que tu forces un peu cette relation-là. Puis quand tu parles de la culture, fait qu'il y a un élément qui est très humain, très fort à l'intérieur de ce match-là qu'on fait avec les intégrateurs. Fait que ça, c'est important que cette communication-là se passe bien. Mais au-delà de ça, il y a quand même une notion de la culture d'entreprise, de la firme de consultants que vous avez choisie avec votre culture d'entreprise à vous. Donc, en parler beaucoup ensemble avec les dirigeants du côté d'intégrateur aussi, voir aller les choses, intervenir à temps, faire des checkpoints là, vraiment pour voir comment on sent que les équipes se forment ensemble, où est-ce qu'on doit intervenir, faire un petit peu plus de team building, des éléments comme ça. C'est sûr que ça donne un coup de main. Puis on peut plus aussi passer un peu sous silence le côté virtuel des projets ERP. Donc, quand on parle d'un intégrateur, c'est quoi les conditions gagnantes? Quand on parle de gestion de risque, puis qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, là? Qu'est-ce qu'on voit? La réalité au Québec, c'est qu'il y a une consolidation de certains intégrateurs dans des plus gros. Donc, on est plus sujet à avoir des ressources qui sont à l'extérieur du Québec, peut-être. Donc là, il y a tout cet élément-là aussi de considération. Il y a le fit culturel, mais après ça, dans mon équipe, comment ça va rouler vraiment, là? Puis on le sait, si on est tous à distance, dans certaines situations projet, ben là, c'est des courriels par-dessus courriels, mais la chose ne se règle pas. Alors que si on était tous dans la même pièce, en formule Scrum, peut-être qu'on aurait réglé le problème de développement puis le testing qui doit en déboucher. Donc, il y a ces éléments-là aussi qui sont importants, puis ça me ramène beaucoup à penser quand on est justement face à ces intégrateurs-là, c'est quoi le contrat initial, le RACI, les responsabilités, les attentes? Vous parlez tantôt d'avoir la possibilité de changer les ressources ou des trucs comme ça, mais c'est des éléments de contrat. Puis quand la gestion de risque passe beaucoup dans le contrat, est-ce qu'on a bien réfléchi? C'est le temps d'en parler, on n'est pas encore mariés. On a fait le speed dating, mais on n'est pas encore mariés, mettons. Donc, c'est le temps d'en parler à ce moment-là. Est-ce qu'on va contractualiser certains éléments? Bon, il y a peut-être des frais de déplacement absorbés, certainement, mais est-ce qu'on va contractualiser certains éléments? Est-ce qu'on va gérer notre risque, puis peut-être aussi le risque de dépassement? Donc, ça, c'est tous des éléments qui viennent compléter, disons, l'aspect culturel que tu emmènes, Lucie. Absolument. Alors, ça, c'est vraiment prise de contrôle et on reste en contrôle de notre projet, c'est-à-dire qu'on maîtrise ce qu'on maîtrise, mais ce qu'on ne maîtrise pas, on va chercher de l'aide. Et en parlant de maîtriser, alors je vais prononcer les mots données. Moi, évidemment, ça me donne des boutons. Parce que tous les projets dans lesquels j'ai œuvré, s'il y a un élément qui kept me up at night, c'est les données. Alors, je vous dis ça, vous réagissez comment? Je pensais que tu allais dire les interfaces, Lucie. C'est le prochain. C'est le prochain. Les données, c'est très important, puis souvent, ce qu'on se ramasse à faire, puis Manon, tu me diras ton expérience aussi, là, je pense que c'est parce qu'on a une grosse éducation à faire par rapport à ça au sein de l'entreprise. Fait que souvent, le ERP va venir avec le fait qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de gaps dans la donnée, puis comment qu'on doit éduquer l'organisation par rapport à ça, puis monter une structure organisationnelle parallèlement à faire un ERP. Donc, ça devient à demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis souvent, je te dirais, c'est l'aspect que les gens ne s'attendent pas non plus. De combien d'attention, de temps, de personnes, de ressources qu'on va devoir dédier à cet aspect-là. Fait que c'est un excellent point aussi. C'est souvent l'élément qu'on prend pour acquis parce qu'on est confortable. On a probablement des systèmes dans lesquels on a mis les données puis on les a oubliés parce qu'on prend pour acquis que ce bazar, ça se fait tout seul. Mais en fait, lorsqu'on change de système, c'est là qu'on se rend compte que c'est par là que ça doit commencer. Manon, avez-vous commencé à regarder les éléments de données, de migration de données? Oui, tout à fait. Mais tu sais, ça passe. Je reviens sur nous, on a passé par des acquisitions et on a plusieurs de nos entités qui ont les mêmes clients, par exemple, ou même les mêmes produits.
mais chaque entité les nommait ses clients de différentes façons. Mais là, dans le nouveau système, je veux un client a un nom, pas 5 noms. Fait que juste faire le nettoyage des données pour rentrer des données qui sont conformes dans les nouveaux systèmes. Fait que de nettoyer les données, il ne faut pas négliger ça parce que tu ne veux pas commencer un nouveau système avec des doublons un peu partout. Donc, ça a l'air de rien, là, mais tout ce qui est donné, là, que ce soit client, fournisseur, composante, c'est toutes des données qu'il faut nourrir. Il faut nourrir ce système-là avec des données qui sont bonnes. Puis, souvent, c'est pas moi, c'est pas même mon responsable de processus qui connaît les données. C'est l'humain. Puis là, on s'en vient les déranger dans leur quotidien en disant, écoute, il faut nettoyer ça, là. Puis, c'est pas sa priorité à lui, là. Mais si on a été clair que c'est un projet d'envergure au niveau de l'organisation et que c'est prioritaire, bien, on peut, faut vraiment bien communiquer ça pour que tous les gestionnaires nous aident à faire en sorte que ça soit priorisé parce que ça devient des goulots, ça devient des enjeux, ça nous empêche d'avancer. Absolument. Quelle zone de douleur? J'allais dire, oui. Lucie, là, quelle zone de douleur le data? Parce que c'est probablement l'endroit où c'est le plus nébuleux, souvent entre l'intégrateur et le client. Ben, je pensais que tu allais faire ça, mais non, c'est toi, je pensais que tu allais dire là, OK, déjà là, c'est. Bon, ça revient peut-être un peu au ratio de la gestion de risque, mais en même temps, des éléments tellement de base que j'ai vu dans le passé, que j'ai vécu, où on part, par exemple, d'un code produit significatif, avec des choses significatives que tous les gens dans l'entreprise reconnaissent la signification d'un code produit. Puis là, dans la nouvelle solution, ça devient un code numérique non significatif. Puis on dit, bien, il va y avoir toutes les caractéristiques à côté que la personne va se retrouver. Ça, en termes de gestion de changement, vous n'avez pas idée le nombre de fois que les gens se sont cassés les dents là-dessus. Là. Donc, vous voyez, là, une décision très, très simple. Mais non, mais c'est correct, ça va aller plus. Il faut y penser. Donc, les données, effectivement, cet aspect-là, ça finit plus. Puis aussi, l'autre élément de données, c'est la gouvernance après. Donc, oui, on veut les nettoyer, mais après ça, il faut les maintenir. C'est qui devient responsable de quoi? La fiche client, la fiche produit. Il y a peut-être des champs au niveau pharmaceutique, il y a des champs très spécifiques, narcotiques, mais ce ne sera pas le service à la clientèle qui va maintenir ça. OK, mais c'est qui? Comment? Il y a une considération, alentour du data, il y a une considération incroyable. Moi, je dis tout le temps, au niveau du data, il y a le système, sa configuration et du développement, et dans certains cas, certains data sont aussi importants que la configuration d'un système, parce que ça oriente des trucs. Ça oriente des produits. Donc, quel casse-tête, là. Les gens sous-estiment dramatiquement et continuellement l'impact du data dans un système RP. Aussitôt qu'on prononce les mots ERP, il n'a même pas à avoir terminé à penser comment vous allez faire, jetez-vous sur vos data. Allez regarder ce qui se passe du côté des données parce qu'il y a toute une stratégie de migration qu'il faut mettre en place. Et là, Manon, tu as touché un point sensible, c'est-à-dire que vous avez surtout les entreprises qui ont grossi par acquisition. Vous avez probablement fait l'acquisition, peut-être pas tellement bien l'intégration. Le Come to Jesus Moment se fait au moment d'une mise à niveau de ERP. Si vous n'avez pas nettoyé en amont, il va falloir que vous nettoyiez pendant. Faites-le le plus tôt possible parce que sinon, évidemment, avec tout l'ajout d'intelligence artificielle au sein des ERP, vous n'allez pas pouvoir utiliser les forces que les systèmes vont vous donner puis que vous avez payé pour ces forces-là. Mais si vos données ne sont pas à jour, ben là, oubliez, là, vous allez juste bien galérer. Et l'autre élément, ça va enchaîner avec, là, je vais en venir aux interfaces. Marie-Sophie, tu connais, moi, mon hantise des interfaces. Parce que lorsqu'on fait la sélection, mais je vous explique, lorsqu'on fait la sélection d'un ERP, on l'imagine comme un truc qui est standalone. Et on sait qu'on peut avoir des ERP monolithiques où tout est dedans, là, toutes les fonctionnalités sont dedans. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, le ERP répond à certains besoins d'affaires, mais il y en a d'autres qui vont être alimentés par d'autres systèmes, d'autres périphéries. Donc, lorsque je te dis quelque chose comme cela, Manon, avez-vous réfléchi justement à l'aspect d'architecture? Avez-vous fait un plan d'architecture? L'avez-vous positionné, votre ERP, dans le parc applicatif? Ouais, tout à fait. Puis nous, c'est particulièrement, on a beaucoup d'interfaces.
en partant, notre configurateur de produit est à l'extérieur de l'ERP. Fait qu'on part de là. Donc, il a fallu vraiment, il faut avoir des compétences à l'interne pour vraiment très bien comprendre l'ERP pour communiquer avec. Hein? Fait que c'est très important pour les interfaces de bien maîtriser dans quel champ je viens connecter chacune des données. Donc, oui, l'architecture et où chacun des morceaux se place et de le valider comme il faut, même au niveau de la sélection du ERP. Au départ, nous, c'était clair dans notre cahier de charge que le configurateur de produit se devait d'être, on gardait notre configurateur de produit, mais ce n'était pas nécessairement toutes les solutions qui nous permettaient de bien se connecter. Donc, ça faisait même partie de la partie démarrage, des critères de départ. Puis après ça, tu as des interfaces même pour la partie production, là, tout le côté comme tout est dans l'ERP au niveau de la commande, des composantes, tout ça, mais quand il vient le temps de communiquer avec les machines, nous, c'est manufacturier, là, donc il faut communiquer avec des équipements, mais c'est une interface là, qui part de l'ERP. Fait que oui, les interfaces... Puis le risque des interfaces, c'est toujours les mises à jour de la solution, que tu ne veux pas que tes interfaces se brisent par une mise à jour. Donc, ça doit être robuste et bien maîtrisé, vraiment. Alors, donc, vous avez évidemment réfléchi aux besoins, mais pas juste le besoin feature. Souvent, les gens pensent à besoin, puis ils pensent juste aux petits features. En fait, le besoin, c'est le besoin holistique dans l'entreprise. Et lorsque votre choix d'ERP a été fait, ça a été fait en conscience avec quel morceau de maison vous gardez, puis qu'est-ce que vous laissiez partir. Exact. Très bien, très, très bien. Marie-Sophie? Oui, ne pas oublier là-dedans, je dirais aussi tout le plan de transition. Oui. Parce que quand on fait l'implémentation du système, surtout comme Manon parle, si vous avez plusieurs sites manufacturiers puis qu'on le va par phase, ben, ça vient complexifier une fois de plus aussi. Qu'est-ce qu'on fait de l'interface? C'est-tu manuel? Est-ce qu'on envoie un fichier? Est-ce qu'on fait vraiment une interface réelle entre les systèmes? Tout ça est un autre niveau aussi. Dans le deuxième élément de Gartner, qui était la préparation, là, ça, c'est un autre gros niveau, puis un autre projet en soi. En plus d'ERP à penser et à planifier correctement. Si on peut aussi, c'est parce que quand on arrive au niveau des interfaces, on se lance là-dedans puis on se met à connecter puis à coder. Puis, mais moi, je préfère avoir une étape à se dire, est-ce qu'on comprend tous les cas d'usage? Est-ce qu'on peut les réduire un peu? Oui. Tu sais, souvent, je me souviens d'un projet où il y avait exactement, je me souviens du chiffre, 47 cas d'usage différents qui devaient être discutés entre deux systèmes, puis à la fin, on a synthétisé dans 6. Donc, bon, il a fallu parler à des clients, il a fallu changer quelques processus d'affaires, mais ça a simplifié grandement l'interface entre les systèmes. Donc, il n'y avait plus de conditions si. On avait réduit beaucoup les conditions. Donc, je suggérais vraiment de vous pencher beaucoup sur la portion interface, puis se dire c'est quoi nos cas d'usage, puis est-ce qu'on peut les synthétiser un peu. Ça facilite grandement le travail par la suite. Ce qui m'amène à poser la question qui n'est pas la dernière, même s'il nous reste que quelques minutes, on va essayer d'en faire quelques autres, mais la mise en œuvre, c'est toujours quelque chose, hein, comment on va faire notre mise en œuvre? Le go live, on y réfléchit au moment du go live, sauf qu'il est peut-être un peu trop tard, ça fait aussi partie de la préparation. Donc, quelqu'un veut se lancer sur préparation du go live, on fait ça quand ça nous tente ou est-ce qu'on fait ça plutôt dès le début, avant même qu'on ait terminé de réfléchir aux data? C'est pas ce que j'ai fait, mais je te dirais dès le début. J'ai appris à la dure là-dessus. Mais c'est vrai parce que tu es tellement pris dans l'élément de design, puis dans les tests, dans tout quoi d'autre que tu vas penser, que souvent, on se dit oui, il faut y penser, mais on n'a pas le temps, ça va vite. Tu essaies de faire ces projets-là rapidement aussi pour libérer les ressources, pour amener les gains aussi le plus rapidement possible. Donc, tu as tout à fait raison. Lucie, ça, c'est une trappe de ne pas y penser, pas mettre de temps suffisamment avant pour y réfléchir. Puis, il va y avoir des surprises, c'est certain, de dernière minute, de dire, OK, puis Martin, je reviens à ta gestion de risque contractuelle. OK, mais attends un peu, là, les gens qui devaient faire le training, fait que c'est train the trainer. OK, j'ai besoin de 20 personnes de plus, je n'avais pas prévu ça, attends. Fait que là, on court un peu, essayer de voir comment on va bridger l'ensemble des gaps, mais tu as tout à fait raison, là, cette planification-là d'implémentation, elle est tellement importante. Puis ne sous-estimez pas le fait que les gens de votre équipe que vous avez pris pour mettre en place le ERP, bien, des gens qui sont très
très bons dans le design ne sont pas nécessairement les meilleurs en implémentation. C'est des skill sets souvent différents. Il y en a qui sont excellents à faire les deux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on doit vraiment être capable aussi de cibler dans les skill sets c'est qui l'équipe et c'est qui qu'on doit suppléer aussi pour venir continuer la progression pour vraiment faire l'implémentation. Excellent. Écoute, ça me fait penser à, et tu sais comment je ne suis pas très bonne en hockey, hein? On a assisté toutes les deux à un match de hockey. Il a fallu que tu m'expliques qui faisait quoi. Donc, c'était assez pathétique, mon affaire. Et puis là, je le dis en plus en antenne, pourquoi pas. Mais en fait, ça me fait toujours penser. Et c'est enregistré. Et c'est enregistré. Ça va être my legacy. Alors, je sens le blogger, hein, je sens le blooper arriver. Mais non, mais vraiment, notre équipe projet, il faut l'avoir comme une équipe d'hockey, en fait. Hein. Là, on a plusieurs personnages, plusieurs talents. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire goalie, ce n'est pas tout le monde qui peut faire centre. Et on a un coach, lui, qui essaie de tout voir à cela. Alors, tout comme dans le monde sportif, ils font attention à la santé mentale de leur personnel, de leur monde. Santé physique, le rôle d'un leader quand ils ont une équipe de projet, c'est quoi? Écoute, ça passe beaucoup par l'humain. Fait que le projet, c'est un projet technologique, là, mais il y a énormément de communication, de gestion de l'humain. Donc, il faut mettre en place des moments puis des choses précises pour s'assurer qu'on fasse une vigie sur nos équipes. Là. Puis quand je parle de l'équipe, c'est l'équipe agrandie. Oui, moi, j'ai mon équipe de responsables de processus. On a l'équipe TI qui s'occupe d'une grosse partie des développements, mais il y a l'équipe chez qui on s'en va implanter. Donc, les humains, là, qu'on va venir changer leur vie, leur façon de travailler. Fait que nous, on a nos rencontres hebdomadaires où ce qu'on a une personne localement sur place qui est notre petite sentinelle qui nous donne des... Elle, quand vous êtes parti la dernière fois, là, elle avait des craintes. Puis juste vraiment la santé mentale de notre équipe, il faut les garder, puis il faut s'assurer. Puis chaque personne a des craintes de différents ordres. Là. Il y a du monde que c'est stressé au moindre petit changement. Il y en a qui ont hâte. Il y en a qui ont hâte jusqu'à temps qu'on tombe dans leur petit carré de sable. C'est vraiment important comme gestionnaire, leader de ces projets-là, s'assurer à tous les niveaux que les gens soient, qu'on ait compris leurs craintes et et ce qu'ils allument aussi. Fait que c'est tout ça, là. Il faut faire attention à nos gens, c'est eux, hein, finalement, qui sont les gogos. Tu ne veux pas perdre des gens en cours de route, là. Écoute, absolument pas. Et là, je pense qu'on a des questions. En fait, je vois des mains levées. Benoît, guide-moi. Est-ce qu'on a des questions? Oui, je pense qu'on a des petits pépins dans le chat aujourd'hui. Fait qu'on va faire quelque chose qu'on fait moins souvent. Ayoub a une question. Je vais débarrer son micro, puis on va voir si ça fonctionne. Puis sinon, on va... puis il y a une autre question aussi. Oui, c'est ça, parce que là, je ne l'ai pas. Ayoub, est-ce que tu peux poser ta question? Est-ce que tu nous entends? Peut-être qu'il n'est pas présent. Peut-être qu'il n'est pas dans un endroit où il peut parler. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va comme... Là, on voit qu'il y en a dans le chat. Fait que on va passer à la question. OK, ça fonctionne. Oui, OK. Tout d'abord, merci beaucoup. Vraiment, je suis très choyé d'être dans cette rencontre. On a appris beaucoup d'éléments, donc merci d'avoir partagé vos belles expériences. J'ai une question, si vous le permettez, par rapport à ce que vous avez dit, Lucie. Donc là, on comprend que 70% des projets déployés ERP sont pas avec un succès. Donc, on parle-tu d'un échec côté nomenclature ou on parle d'un succès partiel à 80% de satisfaction de clients? Comment ils définissent ce non-succès? Parce que vous êtes d'accord, c'est relatif à chaque entité et les objectifs. Donc, juste pour un peu quantifier cette relativité de non-succès qui est assez colossale à 70%, bien évidemment. Et par la suite, il y a aussi Alexandre, mon collègue, qui a des questions aussi par la suite. Absolument. Merci. Alors, écoutez, les résultats de Gartner sont assez éloquents sur le sujet. Hein, et évidemment, là, moi, je vais mettre un bémol sur la réponse que je vais vous donner parce qu'un échec est toujours relatif au niveau de risque et au niveau de friction que chaque entreprise peut
endurer. C'est un peu comme lorsque vous investissez de l'argent, c'est pas tout le monde qui va vouloir être OK à tout perdre sa fortune s'il prend un placement à haut niveau. Mais Gartner et McKinsey sont clairs sur une chose, hein, c'est que, évidemment, un projet qui a un dépassement budgétaire où les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, on comptait faire des bénéfices et ils ne sont pas là. Et qu'en plus, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'adhérence à la solution et que les gens commencent à avoir un peu des petits trucs de côté, ce n'est pas des projets à succès. Alors, je pense que je resterai sur cette définition-là parce qu'évidemment, ils ont ciblé une quantité X là, de personnes qui se sont prêtées à répondre au sondage, mais d'expérience, il y a des sociétés qui, un dépassement budgétaire, exemple, va être pardonné si la solution suffit. Par contre, budget dépassé, rendez-vous dépassé, pas de résultat, total échec. Et c'en est un réel. Est-ce que je réponds à la question? Non, c'est excellent. Merci beaucoup, Lucie. J'apprécie. Lésia. Il y en avait une deuxième? Oui, c'est Dominique dans le chat. Là, je sais qu'on a encore quelques minutes. Il demande à quelle vitesse doit-on renouveler un ERP après implantation, durée de vie du logiciel. Y a-t-il quelqu'un qui veut l'apprendre? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je sais que c'est peut-être une très grosse question pour terminer, mais Alors, C'est une je vous sais avez pas. tellement très fait loadé, ça. ça, très, Vous très, avez très 25 loadé. ans d'expérience, fait qu'on veut Ouais. beaucoup C'est tout combiner. c'est un peu comme C'est-à-dire? lorsque mon conjoint m'a posé la question, est-ce qu'on est dû pour déménager? Je vais répondre, ça dépend. Donc, Martin, est-ce que tu veux l'apprendre? Ben, je vais y répondre avec un angle business. Si la situation de la compagnie change, ça peut être un justificatif assez important pour être obligé de changer de système aussi. J'ai déjà travaillé, donc oui, je fais du service conseil, mais avant ça, je gérais des ERP. Donc, j'ai déjà été dans une compagnie où on a changé de mission, donc il a fallu changer de système aussi. Là, donc, c'était aussi dramatique que ça. Euh, mais je dirais que ça revient peut-être au niveau de la sélection aussi. Là, tu sais, si on est un peu plus dans le concret, le roadmap du produit que vous sélectionnez, là, on n'a pas parlé, mais c'est bien important de comprendre, elle s'en va où cette solution-là? Est-ce qu'elle va être pérenne dans le temps? Est-ce qu'elle est adaptable? Puis je pourrais faire toute une conférence juste sur le côté, disons, la connectivité ERP. Qu'est-ce qu'on voit arriver maintenant, qui sont beaucoup plus des écosystèmes de ERP. Le monolithique se fragmente. Mhm. Donc, les SAP se fragmentent pour permettre d'avoir justement cet écosystème-là. Ben, en même temps, ils vous ramènent un peu dans l'écosystème SAP, là, disons, mais il y a une fragmentation pour permettre d'avoir la pérennité dans le temps, puis l'agilité dans le temps. Donc, les éditeurs s'ajustent quand même. Je dois avouer, ils s'ajustent, mais il reste que, idéalement, c'est pas quelque chose que tu veux faire juste pour le fun de faire. Disons, je dirais comme ça, là, c'est demandant et coûtant pour tout le monde. Absolument. Ah ouais, puis j'ajouterais à ce que Martin vient de donner, c'est qu'il faut que votre solution réponde à un besoin d'affaires. Alors, si votre besoin d'affaires change, le contexte dans lequel vous êtes, les contextes économiques, vous voulez lancer des nouveaux produits, là, je vais dire quelque chose de très radical, vous êtes dans le retail, vous voulez commencer à faire du manufacturier. Il se pourrait que les outils que vous ayez ne sont plus adéquats. Donc, il faut vraiment faire cette corrélation entre l'entreprise fait quoi, on veut devenir quoi, est-ce qu'on a les outils pour atteindre ces objectifs-là? À partir du moment où vous voyez que vos outils ne sont plus en adéquation avec votre croissance, on se pose des questions. Est-ce que changer le ERP est la réponse? Ça va dépendre. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend. Mais l'analyse mérite d'être faite par contre. Y a-t-il d'autres questions, Benoît? Ah, je vois beaucoup de mains levées. On a suscité un engagement comme moi. Super. Oui, il y a Alexandre. Je vais désactiver son micro, puis on va y aller comme ça pour commencer pour voir. 2 secondes. Voilà. Alexandre, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour. Donc, merci d'abord pour la présentation. Je voulais revenir sur la statistique de 70-30. En fait, moi, je voulais aller un petit peu plus deep à savoir, est-ce que, dans ce que vous connaissez et ce qui a été observé, est-ce qu'il y a une corrélation qui aurait été observée entre appelons-le, le 70% d'échecs et un manque de support de la haute direction? De support ou d'aversion au risque ou
Oui, oui. Je dis oui, là, j'essaie de répondre à la question pour ne pas vexer qui que ce soit qui est dans la haute direction qui nous écoute. Mais il est clair que lorsqu'on s'aventure dans une mise à niveau de ERP, c'est un élément perturbateur pour toute l'entreprise. Ça comprend le CEO, le CF, toute cette CX, là, ça va tout être perturbé, ce beau monde-là. Et c'est ce que Marie-Sophie, d'ailleurs, a mentionné. C'est un test de leadership pour ces dirigeants, en plus de toutes les autres balles qu'ils doivent jongler. Alors oui, il y a manifestement des cas où le manque de support, et je vais plutôt le mettre sur le, pas de l'ignorance, mais we know what we know, et ces gens-là se sont probablement dit, ben, j'ai toute une équipe, j'ai complètement confiance en eux, ben, ça va réussir, on les laisse aller, et ils sont allés faire ce qu'eux font de mieux. Mais malheureusement, on ne réalise pas à quel point on a besoin de ce CX level parce qu'il y a des décisions qui doivent se prendre. Il y a des éléments financiers. On va peut-être devoir renoncer à quelque chose. Et les gens que vous avez sur des projets, s'ils n'ont pas l'autorité de prendre ces décisions-là, il faut bien les remonter. Alors, imaginez si votre C-level est au courant de votre projet, ça va aller très vite. S'il faut tout l'éduquer avant d'être capable de prendre une décision, ça va aller moins vite. Hein, Marie-Sophie? On a vécu des cas où ce n'était pas toujours évident, Martin aussi. Donc, voilà la réponse que je partagerai. Benoît, au niveau du temps, je vois qu'il était 7, on dépasse un peu. Oui. C'est En l'enthousiasme. fait, je trouve ça super intéressant. On pourrait en faire probablement une autre heure facilement. Oui, c'est ça. On peut peut-être prendre la dernière question rapidement là, de Lucie qui dit, qui est dans le chat, là, quand on peut déterminer qu'il est temps de changer d'ERP, surtout après un changement récent qui n'a pas pleinement répondu aux attentes. Est-ce que... Attends, quand peut-on déterminer qu'il est temps de changer d'ERP? Pardon. Je pensais y avoir répondu. Est-ce que c'est parce que c'est une autre Ah question non, de quelqu'un d'autre? Hein? Non, c'est plus en mode, j'ai un système actuel, puis c'est quel est le trigger pour éventuellement le changer parce que, bon, ben, il y a différents, je dirais qu'il y a différentes situations. Je ne connais pas la tienne spécifiquement, Lucie, mais il y a des clients, donc des clients avec qui on travaille actuellement, qui sont face à une situation où les gens qui gèrent le ERP actuel, qui fait quand même une bonne job, ben, c'est des gens qui s'en vont à la retraite. Puis le code qui est utilisé à ce système-là, ben, ce n'est pas un code qui est très commun. Donc, il y a différentes situations qui nous emmènent à changer. Celles-là sont beaucoup plus techniques. Je dirais le besoin. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? C'est le besoin d'avoir un système qui suit mes opérations, qui intègre les nouveautés qu'on a besoin d'avoir parce qu'on a beaucoup de pression à suivre la compétition, à suivre qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il y a un certain point où le système qu'on a en place, ben, on ne sera pas capable de l'emmener ailleurs. De le développer pour l'emmener ailleurs, le coût de le développer, le coût et le temps qu'on le fait, d'autres éditeurs de logiciels seront rendus déjà beaucoup plus loin dans leur roadmap. Donc, il y a un élément à un moment donné, ce qu'on dit en anglais, it crash and burns. Là. Donc, il faut vraiment savoir à quel moment qu'on a tout donné avec ce système-là, puis comment le préparer, se préparer pour un autre système. Je vois Marie-Sophie, puis je vais laisser Manon et Marie-Sophie aussi répondre à ça. Qu'est-ce qui a été votre trigger à vous, peut-être? Puis qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous lancer dans un ERP? Bien, puis je reviendrai encore, moi, vers ça, c'est vraiment la documentation de c'est quoi l'objectif. Puis après ça, tu sais, Lucie, quand je lis dans ta question le plus en détail, je pense que c'est vraiment d'être capable de déterminer. Je vois que c'est un changement, surtout après un changement récent que tu as écrit. Ah, OK, donc, changement récent. pour moi, okay. j'essaierais vraiment de me convaincre parce que vous avez quand même dû investir pas mal d'argent dedans. Donc, le payout n'est pas nécessairement là. Là, ça devient compliqué parce qu'il faut vraiment que tu revoies ta solution d'affaires, dire qu'est-ce qui nous manque, puis est-ce qu'on est 100% certain que le système ne peut pas se rendre là, puis c'est quoi nos alternatives? Ça ne veut pas dire nécessairement de changer au complet, là, ERP, peut-être qu'on a besoin de changer un module plus spécialisé, qu'on vient connecter. Il y a peut-être d'autres options qui s'offrent à nous par rapport à ça, mais ça, je recommanderais vraiment de se faire accompagner là-dedans parce que ce sont des décisions très difficiles. Puis il y a des gens qui ont vraiment, qui ont l'expérience justement de nous guider à travers ça. Mais ça prend une bonne évaluation du ERP présent pour s'assurer qu'on fait une bonne chose en disant il faut le laisser puis aller réinvestir complètement ailleurs. C'est un pensez-y bien, Marie-Sophie. Ouais. Je vais dire le mot Audi
Hein? Personne aime l'audit, mais il en demeure pas moins qu'il ne faut pas se gêner pour justement faire une évaluation, un audit de votre mise en œuvre, non pas pour rehacher le passé, mais si vos résultats ne sont pas au rendez-vous, si les bénéfices ne sont pas au rendez-vous, si on a ce genre de questionnement-là, ça vaut la peine à ce moment-là de demander à un parti tierce de venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il peut y avoir 1001 raisons. Et c'est jamais sans résolution, solution. Avant de passer à changer un ERP, recommandation forte, c'est faites un audit parce que si vous répétez exactement les mêmes choses avec quelque chose de nouveau, vous risquez d'avoir les mêmes résultats. Alors, il faut comprendre pourquoi un ERP ne répond pas aux besoins. Manon, chez vous, comment ça s'est passé? Ben, j'allais juste pour la même. L'outil n'est pas magique, hein, il y a du monde autour. Fait que ça, c'est une des premières choses. Mais nous, comme je disais au départ, ce qui nous a poussé à faire un changement, c'est le fait qu'on avait différentes entités qui avaient différents outils et on n'avait pas un outil dans une de nos entités qui était en mesure de prendre le multi-compagnie. Fait que ça a été beaucoup ça, nous autres, qui a fait en sorte qu'il a fallu réfléchir à est-ce qu'on continue en silo ou on essaie d'avoir un système qui est capable de grandir avec nous. Fait que nous, ça a été ça. Mais puis on avait combiné à ça, dans certaines entités, des outils qui étaient désuets, donc mal supportés, des gens qui partent à la retraite. L'exemple que tu as donné, Martin, est exactement un de nos enjeux dans une de nos entités. Donc, avec des technologies un peu déficientes qui n'auraient pas bien vieilli. Donc, c'est une combinaison de tout ça là, qui nous a poussé, nous, là-dessus. Mais on ne fait pas ce changement-là. On fait pas ce changement-là si on n'a pas besoin de faire ce changement-là. Et Seigneur, non, Lucie, je t'inviterai à nous contacter si tu le veux hors antenne. On va pouvoir, si tu veux, un peu regarder ta situation. Il y a peut-être des pistes d'action sur lesquelles je peux te mettre pour justement penser à un redressement qui n'est pas une fatalité, qui est de changer d'ERP. Ça va me faire plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions, Benoît? Je sens qu'on a encore d'autres questions. Oui, l'échange était tellement enflammé aujourd'hui qu'on a beaucoup de questions. Fait que peut-être qu'on peut prendre celle-là qui vient de Touraya. Dans quelle mesure pouvons-nous équilibrer efficacement entre la gestion des risques, la tolérance à l'imperfection et le respect des délais? C'est une bonne question. Comment elle est bonne, celle-là? Qui veut la prendre? C'est un art. Ouais, j'aimerais ça entendre, justement, Marie-Sophie et Manon. Moi, j'ai ma vision là-dessus, mais... Moi, je dis que c'est un art, sérieux, être capable de le faire parce que c'est exactement le pitch point. T'sais, on a différents leviers à travers ça pour y arriver. Puis c'est pour ça souvent que je reviens au fait que c'est un test leadership. C'est très difficile d'y arriver. Je ne vais pas mentir, c'est exactement, on est tout le temps pris dans ces conflits, ces décisions-là, que ce soit en design ou en exécution de l'implémentation. Ils vont arriver. Fait que, moi, je recommande vraiment des bons, des guiding principles, s'assurer qu'on a une façon de penser qui fait qu'on va au moins être fixé tout le monde sur OK, on a telle problématique. Voici les principes qu'on va utiliser pour passer à travers. Mais au-delà de ça aussi, puis ça, je recommande ça au comité de gestion, comité de direction, encore une fois, qui ont un rôle tellement critique dans l'implémentation. Ils doivent, à un moment donné, quand l'équipe est prise au piège, ils doivent être capables de bouger un des leviers. Que ce soit le levier financier, le levier de libérer des ressources supplémentaires, le levier de prendre des risques. Ils doivent. Ils ont la responsabilité du succès. Donc, ils ont cette responsabilité-là. Nous, on doit recommander comme équipe qu'est-ce qu'on penserait moins mal, mais au bout de la ligne, eux doivent être capables de réfléchir entre eux quand on va arriver là, parce qu'on va tout y arriver dans un ERP à quelque part, dans le coin du mur à quelque part. Là. Fait qu'il faut qu'eux aient pensé à l'avance. Qu'est-ce qui serait prêt à bouger et qu'est-ce qui ne sont pas prêts à bouger? C'est comme ça que je te répondrais. Puis j'ajouterais que comme équipe de projet, ça prend un comité de pilotage qui inclut des gens de la haute direction. Nous, on fait ça à chaque 5 semaines. Puis à chaque 5 semaines, il n'y a pas de surprise. Là. On a c'est quoi les risques, c'est quoi les enjeux qu'on vit présentement et les impacts sont soit sur l'échéancier, soit sur le budget, soit les deux, soit sur les besoins en ressources. Puis on s'en parle à chaque 5 semaines. Puis s'il y a des décisions à prendre, il n'y a pas de surprise. Fait que
moi, je pense que c'est la clé, là. Il faut se parler de façon transparente, il ne faut pas avoir des lunettes roses. On essaye, puis l'autre point, c'est on se met des objectifs, puis quand on voit qu'on les atteindra pas, il ne faut pas être à minuit moins une. On est capable de voir quelques mois d'avance qu'on n'y arrivera pas sur l'échéancier, sur le budget, et on peut se revirer de bord et prendre des décisions, soit qu'on rétrécit le scope, soit qu'on décide qu'on le garde, mais qu'on étire le budget, soit qu'on étire vers l'échéancier, mais on prend des décisions. Il faut prendre le courage de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Il y a deux mots qui sont venus à l'esprit à la question, c'est audace et courage. Courage et audace, pourquoi? Parce que ces questionnements-là, on devrait les avoir eus dans la planification. Parce que dans la planification, il n'y a pas personne autour de ce pont qui n'a pas eu une mise en œuvre du genre. C'est-à-dire, Lucie, je veux que la mise en œuvre soit faite en dedans de 6 mois. Et lorsqu'on regarde ce qu'il y a à faire, on se dit, ouf, ça va prendre 1 an et demi, 6 mois, 1 an et demi. Courage, audace de revenir, puis de donner évidemment les faits qui font que ça ne se passera pas en dedans de 6 mois. Donc, c'est là qu'on doit se dire, et si je ne suis pas capable de faire le 6 mois, qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser aller, cher comité de direction et ou sponsor et ou toute personne qui pense que 6 mois, c'est la bonne échéancier, et alors ça ne l'est pas. Donc, cela veut dire que ne pas toujours porter des lunettes roses, c'est OK. Et ce n'est pas d'être négative ou de ne pas voir la vie d'un œil positif, c'est de voir la vie de façon très réaliste. Et si ces questions-là, on se les pose en amont et on fait ce que moi j'appelle les what if. What if 6 mois se passaient? What if 12 mois se passaient? What if le budget est passé? Ces questions-là, quand on a une ronde comme cela en démarrage de projet, ben on est capable à ce moment-là de voir les niveaux de tolérance de chacun. Puis il faut qu'on se dise, ben, si jamais on prend le mur, comme a dit Marie-Sophie, ben là, on ne va pas nous laisser devant le mur. Il faut que quelqu'un nous aide à prendre un recul, puis à prendre les bonnes décisions pour aller de l'avant. Donc, il n'y a pas de magie, c'est un art. Les gestionnaires de projets qui pilotent des projets de ERP, c'est un life-changing moment pour eux parce qu'ils ont toute la charge de la réussite et peut-être pas toujours l'autorité de le faire. Donc, un bon steering, un bon comité de direction, une bonne communication, puis ne pas avoir peur de faire des what-if en amont. Puis c'est correct de dire, et si on échoue, puis on échoue ici, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, vous avez déjà un plan de risque qui commence à se dresser. Et comme le disait Martin si bien, quand on sait où est-ce qu'on est à risque, on est mieux en mesure à ce moment-là de mettre des plans de l'avant. Et peut-être qu'on va être face à des risques qui sont déjà avérés, mais il faut se le dire. Et à ce moment-là, il faut juste rajouter plus d'argent, plus de temps. Moi Martin? Je vais vous dire, en fait, mon Dieu, je me revois dans des projets. c'est un peu traumatisant. Syndrome post-traumatique, Martin. C'est comme une session thérapeutique. Mais il faut travailler très fort à partager les risques avec les décideurs. Tout à fait. Puis je vous le dis, là, c'est tellement d'être transparent, les statuts projet. Manon, tu disais, parce qu'en bout de ligne, tu ne veux pas que le gestionnaire de projet, l'équipe projet, se font rejeter tout le risque sur eux. Parce que là, tout d'un coup, les dirigeants disent « j'ai plus confiance, c'est pas vrai qu'on va aller live. Tu n'es pas prête. » ou je ne sais pas trop quoi. Il faut vraiment travailler très fort à partager le risque. C'est un risque d'entreprise partagé. Il y a différentes façons d'y arriver. C'est peut-être en mode co-lead, avec la business TI, peu importe. Mais le partage de risques est super important. Tout le monde doit voir la même affaire. Lucie, tu l'as bien élaboré, là, mais il faut que tout le monde voit la même affaire pour qu'on arrive au moment de décision pour prendre des bonnes décisions, tout le monde en même temps. Puis après ça, on accepte. Parce qu'après ça, il y a une part de risque quand on s'en va live. il y a une grosse part de risque là, qui se matérialise là, je peux vous le garantir. Mais il y aurait des millions de situations à vous compter, mais il reste que c'est ça. C'est le partage de risques qui est bien important, puis ça va à travers une bonne gouvernance et une bonne transparence de l'information au projet. Absolument. Marie-Sophie, tu vas être impressionnée parce que je vais parler du hockey, moi qui s'y connais tellement. C'est vraiment la même relation qu'un coach va avoir avec les propriétaires d'un club. Alors, si vous pensez que le coach est capable de prédire comment ça va se passer toute la saison, désolé de vous décevoir, c'est non. Par contre, le coach connaît les capacités de son équipe, connaît qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et donc, les propriétaires de ces clubs-là savent très bien qu'ils ne peuvent pas tous remporter la Coupe Stanley.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Et là, c'est là qu'on vient à gérer l'argent, qu'on gère les probabilités que, est-ce qu'on se met dans un ranking X? C'est quoi nos objectifs? C'est quoi qu'on va atteindre? On ne sera pas numéro 1, mais on va commencer à dépenser de l'argent, mais on va être où? Et qu'est-ce qui va être correct? Puis nos éléments de succès pour chacun, puis celui qui m'a posé la question, comment définissons un échec? Bien, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on définit comme étant un succès? Si on est capable de répondre à cette question-là, la gestion de risque devient beaucoup plus facile à maîtriser. Mais là, on Lucie, est tous passionnés. Tu m'as impressionné. Tu t'es pas Oui. trompé de trophée. Tu as dit la Coupe Stanley. Écoute, j'aurais pu dire On va donner des points. Benoît, ramène-nous un peu à l'ordre. Oui, ben, on va rapper ça, mais c'était vraiment super cool. Je veux remercier premièrement tout le monde qui était connecté, les gens qui sont encore en ligne, nos 2 panélistes invités, Manon, Marie-Sophie, merci beaucoup, l'animation, Lucie, Martin, c'était vraiment cool. Puis tout le monde, vous allez recevoir un courriel avec une trousse d'outils pour vous aider à planifier vos choix ERP, puis n'hésitez pas si vous avez des questions à Talsum, on est là pour vous accompagner. Fait que si vous en avez eu puis vous en avez d'autres, on est là pour vous. Fait que merci à tous. Ben, bonne journée. Merci Manon, merci Marie-Sophie, merci Lucie, c'était très cool. Merci. Au revoir, merci à vous merci. autres. Bye bye. Merci.